Vous écoutez France Culture. Simone, je suis confronté à un problème déontologique. Oh, voilà autre chose. Comme tu le sais, j'ai une activité dans le civil, en dehors de nos très enrichissantes conversations sur cette antenne. Une activité dans le domaine du spectacle vivant. Je suis parfois interprète, parfois auteur, parfois metteur en scène de divers spectacles, parfois les trois à la fois. Je sais. Et alors? Eh bien, j'aimerais bien inciter les auditeurs de France Culture à aller voir un spectacle qui se joue en ce moment à Paris, spectacle dont je suis co-auteur et metteur en scène. Seulement, je ne vais pas te raconter d'histoire. Ce n'est pas uniquement dans l'intérêt de nos auditeurs que se situerait ma démarche. On peut même dire que leur intérêt, à proprement parler, joue un rôle mineur. C'est surtout, parlons clair, dans mon intérêt que j'émettrais cette incitation. Dans la mesure où une augmentation de la fréquentation de ce spectacle aurait pour effet d'accroître mes revenus. Il ne s'agit pas de sommes pharaoniques, mais il y a quand même un peu d'argent à la clé, en vertu de quoi faire la publicité de ce spectacle reviendrait à utiliser la station de radio publique qui nous accueille dans mon intérêt personnel. Déontologiquement, c'est répréhensible. Eh ben, ne le fais pas alors. Parlons d'autre chose. Il est peut-être déjà trop tard parce que, voyons les choses de manière très pratique. Quelques clics sur le net suffiront à n'importe quel auditeur pour savoir de quel spectacle il s'agit. J'ai le plaisir et l'avantage d'être souvent à l'affiche. Je figure, à l'heure où nous parlons, sur de nombreuses affiches. Mais, soyons francs, il n'y a qu'un spectacle qui se joue en ce moment à Paris dont je sois à la fois metteur en scène et auteur. J'aurais beau ne pas le nommer, pas besoin d'être grand clair pour l'identifier. Je ne l'ai pas nommé, mais tout se passe comme si je l'avais nommé. Qu'en pense la déontologie? Elle a mal à la tête, la déontologie. Oui, je peux le comprendre. À cause du net, ou grâce au net, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons souvent si tu le veux bien, compte tenu de la facilité d'accès et d'utilisation d'Internet, il suffirait que je dise, par exemple, qu'il m'arrive de faire autre chose que de bavarder avec toi sur France Culture, pour constituer ipso facto une incitation à peine voilée à aller s'informer sur mes autres activités, et par conséquent à assister éventuellement à tel ou tel événement artistique, mais également commercial, dont le succès éventuel aurait pour conséquence, parmi d'autres, de m'enrichir, modestement, mais réellement. Strictement, Simone, il serait donc préférable que je ne dise jamais que j'ai une vie en dehors de la radio. Mais là encore, c'est un leurre. Même si je ne dis rien, tout le monde est en mesure de supposer que j'ai une vie en dehors de France Culture. Ma seule présence ici constitue déjà une faute déontologique. Même muet, je suis une publicité ambulante. Voilà une prise de conscience tardive, mais bienvenue. Je pourrais même procéder par antiphrase ou par épitrope et prier les auditeurs de ne pas s'intéresser à mon activité en dehors d'ici. L'effet serait le même, et l'entorse à la stricte déontologie serait encore patente. Et si tu me le faisais dire? J'y ai bien pensé, figure-toi, mais qui serait dupe? Non, à tout prendre, et puisque le résultat, quoi qu'on fasse, est sensiblement le même, le moins malhonnête serait encore d'avancer à visage découvert. Donc, tu conseilles à ceux qui nous écoutent d'aller voir quoi, où et quand? Non, je ne conseille rien. Ah, il est malin, le bougre. Vous écoutez France Culture. Ah, Simone, tu te souviens de la joie qui était la mienne lorsqu'il y a 2 semaines, je me suis trouvé un nouveau cheval de bataille, en l'espèce la disparition progressive et scandaleuse des appareils de gonflage dans les stations-service. Ah oui, je me souviens. Tu sautais au plafond. Je me rappelle même m'être dit dans mon fort intérieur, fichtre, le voilà regonflé à bloc. Parfaitement. Eh bien, tu ne vas pas le croire, je viens juste d'en trouver un autre, un deuxième cheval de bataille, tout aussi fringant et compétitif que le premier.
C'est un vrai cadeau du ciel. À ce rythme-là, j'aurais constitué une brigade avant la fin de la saison. Ne nous fais pas languir plus longtemps. Décris-nous ce cheval de concours. Voilà l'affaire. Elle se situe dans le cadre terriblement quotidien d'un supermarché, du côté des caisses, pour être précis. Il y a 5 caisses, par exemple, mais au moment où commence l'histoire, 2 seulement sont ouvertes. Et la file d'attente grandit à chacune de ces 2 caisses. Le responsable du magasin prend alors conscience de l'embouteillage qui est en train de se former et il appelle un employé afin qu'il ou elle ouvre une 3e caisse. Immanquablement, Simone, au moment où s'ouvre cette caisse supplémentaire, les premiers à s'y précipiter sont celles et ceux qui se trouvaient dans les dernières positions des files d'attente existantes. J'ai remarqué. Et donc? C'est scandaleux, c'est lamentable, c'est injuste. La nouvelle caisse devrait profiter, dans l'ordre, à ceux qui occupaient les places de tête dans les files déjà constituées, puisqu'ils ont déjà attendu de longues minutes. Il est absolument anormal que les derniers arrivés, ceux qui totalisent le plus petit temps d'attente, passent avant ceux qui ont déjà attendu très longtemps. On ne peut pas laisser au hasard, à la chance, le soin d'une organisation équitable. Pourquoi M. Dupont, qui a eu la chance de se pointer aux caisses au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'ouverture d'une caisse vierge, pourquoi M. Dupont aurait-il droit à un temps d'attente nul, alors que M. Durand, qui poireautait depuis 15 minutes déjà dans une des files embouteillées, et qui a encore 2 personnes devant lui, M. Durand va devoir attendre encore 8 minutes son passage en caisse. J'admets que ce n'est pas logique. De là à dire que c'est scandaleux... Comment ? Non, rien. Alors, qu'est-ce que tu proposes, du haut de ton fougueux cheval de bataille? Je propose, Simone, que l'employé qui ouvre une énième caisse désigne lui-même dans les N-1 files existantes les bénéficiaires de la nouvelle caisse. Je propose que l'employé le fasse parce que je n'ai aucun espoir que le sens civique des consommateurs les conduise à se trier eux-mêmes équitablement. Le consommateur est un loup pour le consommateur et ça finirait en bagarre générale. De surcroît, la désignation n'est pas chose si simple, au-delà des premiers bénéficiaires. Tiens, imagine, au départ de l'action, 2 files de 10 personnes. Tu aiguilles à la nouvelle caisse, lorsqu'elle s'ouvre, les numéros 2 et 3 de chacune de ces files. Bien, il y a maintenant une file de 4 à la nouvelle caisse. Il serait absurde de placer en 5e position de cette nouvelle file les numéros 4 et 5 des premières files, alors qu'ils se retrouvaient depuis le déplacement des numéros 2 et 3 en 2e et 3e position respectivement de la file. Non ? C'est un beau cheval de bataille, mais... Mec qui donne un peu mal à la tête, je sais. Mais il est beau. Il est beau. Vous écoutez France Culture. Simone, je suis effaré et simultanément atterré du nombre croissant et vertigineux de choses que la société nous invite à faire ou à ne pas faire pour des raisons de sécurité. Car tu remarqueras que cette formule nous est toujours offerte dans sa version la plus laconique. On ne nous en dit jamais plus sur ces raisons de sécurité. On n'entre pas dans les détails, c'est le moins qu'on puisse dire. On nous demande de faire une confiance aveugle à ceux qui sont en charge de notre sécurité. Et tu crois qu'ils ne méritent pas cette confiance? Je serais bien étonné qu'ils la méritent tous et toujours. Si le monde tournait rond, ça se saurait, Simone. Et la liste est si longue des comportements qu'on attend de nous pour des raisons de sécurité que je finis par me demander si la sécurité n'aurait pas parfois un peu bon dos. Si l'honnêteté ne voudrait pas que, ici ou là, cette incontournable formule « pour des raisons de sécurité » soit remplacée par la formule « pour des raisons qui nous arrangent bien et sur lesquelles on n'a pas envie de s'étendre ». Ou encore « pour des raisons que c'est nous qui décident, mais qu'on préfère appeler raisons de sécurité parce que sinon vous n'allez pas nous obéir ». C'est un peu lourd comme formule. Oui, mais ce serait parfois plus proche de la réalité. Méfions-nous, Simone, de tous ces gens qui veulent notre bien, qui se targuent de tout faire pour notre confort, pour notre sécurité, pour notre bien-être, pour notre bien tout court. Après le succès phénoménal du « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, il y a peut-être un créneau pour un « Méfiez-vous », un « Ne vous laissez pas raconter n'importe quoi »
Ou bien un « soyez vigilants, mais pas seulement quand on vous demande d'être vigilant pour des raisons de sécurité ». J'ai pas compris celui-là. C'est pourtant simple. On nous demande souvent d'être vigilants dans l'intérêt général. Par exemple, en signalant à qui de droit tel colis ou bagage suspect. Je ne suis pas contre. Mais je suis partisan d'élargir. Soyons vigilants aussi quand on nous demande quelque chose, y compris quand on nous demande d'être vigilants. Exerçons notre vigilance pour nous demander pourquoi on veut nous faire faire comme ci ou comme ça. Protégeons notre libre arbitre. Interrogeons-nous, pensons, échangeons, confrontons nos points de vue, réfléchissons. En somme, battons-nous chaque jour pour que ce monde meilleur, dont certains prétendent à tort qu'il n'existe pas, pour que ce monde meilleur advienne. La foi déplace des montagnes. On le dit de la foi religieuse, mais je t'avoue que je suis assez méfiant et vigilant sur ce chapitre. La foi religieuse déplace des gros bazars, j'en conviens, mais pas toujours dans la bonne direction, ni à bon escient, ni dans l'intérêt général. A contrario, la foi en un monde meilleur, ici, bientôt, celle-là, il ne faut pas la lâcher. Celle-là aussi peut déplacer des montagnes, mais à bon escient et dans le bon sens. Alors il faut continuer d'y croire. Ou commencer d'y croire pour ceux qui n'y ont jamais cru. Ou recommencer d'y croire pour ceux qui n'y croyaient plus. Et je le dis d'autant plus volontiers en ce début d'année, il appartient à chacun d'entre nous d'entretenir la jolie flamme de l'humanisme et de la civilisation. Il ne faut pas nous résigner, mais au contraire, nous accrocher à la rambarde. Il ne faut pas baisser les bras. Même pour des raisons de sécurité? Oui, Simone, même pour des raisons de sécurité. L'avenir appartient moins à ceux qui se lèvent tôt qu'à ceux qui continuent de penser que l'avenir leur appartient. Purée, la patate que t'as aujourd'hui! Vous écoutez France Culture. Que dirais-tu, Simone, si je te proposais que notre conversation d'aujourd'hui ait pour thème riz basmati et autres variétés? Je dirais ça ou autre chose. Ah ben bravo, bon esprit. Dois-je comprendre que nos conversations t'ennuient? Pas du tout. Mais j'ai pris pour habitude de t'en laisser choisir le thème. Je ne vais pas commencer en 2011 à contester tes choix. Tu veux parler du riz, parlons du riz. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se dire sur le riz? Tu t'y connais, toi, en riz, basmati ou autre variété? C'est ça le problème. Je n'ai pas de connaissances particulières concernant le riz. J'en sais ce que j'en sais pour en avoir goûté, comme tout le monde, quelques variétés dans diverses préparations. Mais je suis un béotien en matière de riz. Et par conséquent, dès qu'il faut parler riz, je fais comme n'importe quel citoyen de n'importe quel pays moderne, je vais sur le net. Pour être plus précis, je vais sur Wikipédia, comme tout le monde. Et là, instantanément et gratuitement, s'offre à moi un savoir proprement encyclopédique sur le riz. Je n'ai plus qu'à répéter comme un perroquet ce qui est écrit sur mon écran. Exemple? Exemple, le riz cultivé existe en de très nombreuses variétés, plusieurs milliers, qui ont été classées historiquement en 3 groupes. Japonica, à épillets courts, Indica, à épillets très longs, et un groupe intermédiaire, anciennement nommé Javanica. Aujourd'hui, on classe le riz asiatique en 2 sous-espèces, Indica et Japonica, sur des bases moléculaires mais aussi d'incompatibilité reproductive. La sous-espèce Indica regroupe des Indica classiques, les riz longs grains parfumés basmati et sadri, des riz adaptés à la culture sèche, sans inondation du champ, et des écotypes flottants. La sous-espèce Japonica regroupe les Japonica tempérés et tropicaux, ex-Javanica, les écotypes house et des écotypes flottants. Qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai? Rien ne le prouve absolument. Nous sommes même invités à nous méfier des informations recueillies sur le net. Les spécialistes nous disent bien qu'on y trouve le pire et le meilleur, le vrai, le faux, l'à peu près, le tordu, le suspect. Mais que veux-tu y faire? La recherche d'informations n'était pas systématiquement plus fiable avant l'apparition du net. J'aurais alors collecté mes informations dans des bibliothèques universitaires et auprès de spécialistes proclamés du riz. Ça m'aurait pris bien plus de temps et requis bien plus d'énergie, mais à la fin, j'aurais couru pareillement le risque de tomber sur des livres truffés d'erreurs, sur des spécialistes déments, usurpateurs ou hurluberlus.
Non, j'ose dire que la circulation d'informations extrêmement rapide et dense qui sous-tend Wikipédia offre, à mes yeux, une meilleure garantie d'exactitude qu'une recherche à l'ancienne. Mais il peut y avoir des erreurs. Oui, il peut. J'ai récité tout à l'heure que la sous-espèce japonica comprend des écotypes flottants. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Je lis que la production mondiale de riz paddy, c'est-à-dire de riz non décortiqué, s'est élevée en 2008 à 661 millions de tonnes. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Mais l'erreur ne vient pas forcément de Wikipédia. Elle vient peut-être de l'organisme international qui totalise les productions nationales. Ou bien de l'organisme chinois qui évalue la production chinoise. Et si ça se trouve, c'est pas une erreur, mais un mensonge, pour des motifs que je ne connais pas. Voilà, Simone, il va être temps de prendre congé. Tu noteras au passage comment une conversation banale sur le riz s'est insensiblement transformée en réflexion philosophique sur la quête chimérique d'une vérité absolue. C'est pour ça que j'aime bien bavarder avec toi. Vous écoutez France Culture. Simone, je sais la souffrance qui est la tienne de m'entendre t'infliger de jour en jour la longue et plaintive litanie des causes que j'ai vainement défendues et des justes combats que j'ai lamentablement perdus. Oh, de la souffrance, non. Je parlerais plutôt d'une forme urticante de lassitude embarrassée. Quoi qu'il en soit, quel est donc le chant d'amertume de ce jour ? Je me suis battu, Simone, pour que la SNCF apprenne à son personnel à se servir d'un microphone, afin que les annonces qui sont faites aux voyageurs dans les TGV cessent d'être aussi grotesques qu'inaudibles. J'ai demandé, d'une voix forte et assurée, que cette SNCF, qui ne cesse d'augmenter ses tarifs, consacre une part de ses ressources à enseigner à son personnel roulant qu'il ne faut pas parler trop près du micro, ni trop loin, qu'il faut articuler, qu'il faut appuyer continuellement sur le petit bouton, etc., etc. Or, j'ai pris le train 4 fois cette semaine et j'ai eu, Simone, la mauvaise surprise de constater que rien n'a changé. Je t'arrête. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton combat n'est pas forcément perdu. C'est juste que c'est un peu tôt. Je me souviens très bien de ton tonitruant réquisitoire. C'était il y a à peine 3 semaines. Et alors ? C'est trop rapide. Même si la SNCF t'a entendu, comment veux-tu qu'elle organise en moins de 3 semaines la formation au micro de ces milliers de fonctionnaires roulants ? Ce serait donc ça. Alors, si je comprends bien, la cause n'est pas fatalement perdue, il faut attendre. L'année prochaine, par exemple, pour dresser un bilan. Voilà. Ça me rassure un peu et, en même temps, est-ce que je vais avoir le courage et la patience d'attendre ? Est-ce que je vais supporter pendant encore 1 an de constater que ces contrôleurs du train, bien souvent arrogants et désagréables, plutôt bien payés, ne sont même pas capables de s'acquitter de l'une des 4 ou 5 tâches simplissimes qui leur incombent ? Non, je n'aurai pas cette patience. Même si j'apprends par ailleurs que la SNCF a déjà pris la décision de former son personnel et que dans 1 an, par exemple, les annonces du TGV cesseront enfin d'être ridicules et au passage méprisantes. Même, il faut que je fasse moi-même une partie du boulot. C'est-à-dire ? Je ne connais pas précisément le dispositif d'annonce qui est installé dans les trains, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'il comprend un petit bouton, dont le rôle est décisif. Quand on appuie sur ce petit bouton, le microphone fonctionne et le son est transmis dans les haut-parleurs. Quand on cesse d'appuyer, le microphone est hors fonction, le son n'est pas capté et rien ne sortira des haut-parleurs. C'est imparable. À qui tu parles là ? Eh bien, à celles et ceux de nos auditeurs qui travaillent comme agents roulants de la SNCF. Je leur dis, lorsqu'au cours d'une annonce, vous choisissez d'appuyer par intermittence sur le petit bouton, alors fatalement, certains mots sont audibles, ceux que vous avez prononcés tout en appuyant sur le bouton, et d'autres mots sont inaudibles, ceux que vous avez prononcés, parce que je pense que vous les avez prononcés, au moment où vous relâchiez le bouton. Bon, d'accord, de votre côté, vous avez fait l'annonce, vous l'avez émise avec votre bouche. Mais nous les voyageurs payants, nous n'avons reçu que des bribes.
Est-ce que c'est bien clair? Et maintenant? Maintenant, je prends le TGV lundi prochain. Je serai là mardi pour faire le bilan. J'appréhende un peu pour ne rien te cacher. Vous écoutez France Culture. Il y a des tas de gens qui donnent des tas de recettes de cuisine. Où ça? Un peu partout, Simone. À la radio, à la télévision, sur le net, dans les soirées privées, dans les soirées publiques, un peu partout, je te dis. Des gens, des grands ou des petits, des jeunes ou des vieux, des gros ou des maigres, des compétents ou des incompétents, toutes sortes de gens qui donnent, ou vendent, mais le plus souvent donnent, des recettes de cuisine. Toutes sortes de recettes, des simples, des compliquées, des chères, des pas chères. Bon, écoute, détends-toi. Je ne vais pas te contrarier sur le constat. Je conviens avec toi qu'il y a des tas de gens qui donnent des tas de recettes de cuisine. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que je ne vois pas pourquoi, moi, je n'aurais pas le droit d'en donner aussi une de temps en temps. Ah, c'est ça le problème. Mais pas de souci. Vas-y, j'écoute ta recette. Bon. Il s'agit de la recette du sanglier au lièvre au salsifis au cumin. J'espère que c'est plus agréable à manger qu'à entendre. C'est pas sûr. Mais le problème principal de cette recette, c'est qu'elle doit être réalisée, comme qui dirait, d'un seul mouvement, d'une seule action. Une action composée, certes, mais enchaînée dans le temps et dans l'espace à la fois. Concrètement, que fait-on? On prend des salsifis, on les incise et on pique dans ces incisions des graines de cumin, jusqu'au cœur du salsifis. Bon, jusque-là, c'est facile. Fastidieux, mais facile. Ensuite, il faut attraper un lièvre vivant et lui faire manger les salsifis au cumin. C'est pas sa nourriture favorite, mais si on ne lui donne rien d'autre pendant une semaine, il se laissera peut-être faire. On aura alors un lièvre au salsifis au cumin. C'est là que ça se complique. Je crains le pire. Tu n'as pas tort, car il faut, à ce stade de la recette, capturer un sanglier vivant et lui faire manger le lièvre. Pas n'importe quel lièvre, mais le lièvre qui a mangé des salsifis au cumin et qui est toujours bien vivant lui aussi. Et là, Simone, je ne te cache rien, obtenir d'un sanglier qu'il mange un lièvre vivant, même après un mois de privation de nourriture et de brimades diverses, c'est pas gagné. Je vais même être très honnête, personne jamais n'a réussi ce tour de force. Je vais plus loin. Conscient probablement que la chose était pratiquement irréalisable, l'homme n'a jamais effectué une tentative digne de ce nom dans le but de contraindre un sanglier, même affaibli par un mois de vexation, à ingurgiter tout cru un lièvre vivant, même si ce dernier est bourré de salsifis et même si ces derniers sont soigneusement piqués au cumin. En vertu de quoi, personne, Simone, jamais n'a réalisé la recette du sanglier au lièvre au salsifis au cumin. Conséquence? Conséquence, personne n'a la moindre idée de l'intérêt de cette recette. Si ça se trouve, c'est immangeable. Ce qui serait tout de même un comble, compte tenu des efforts qu'il a fallu consentir pour réaliser la recette. Si ça se trouve, on n'a qu'à changer de sujet. On n'a qu'à parler d'amour. Super. Mais pour dire quoi? Vous écoutez France Culture. Simone, nous sommes le 11 janvier 2011. Et si j'écris cette date en chiffres, ça me donne 11-01-2011. Et si j'estime que la mention du millénaire et celle du siècle sont superflues, alors j'obtiens 11-01-11. Et alors? Rien ne te frappe? C'est pas violent en tout cas. Et pourtant, Simone, deux choses auraient dû te sauter aux oreilles. Premièrement, il n'y a presque que des 1. Et ça nous donne un avant-goût très roboratif de ce que sera le 11 novembre de cette année. Le 11-11-11. Cette journée-là, permets-moi de te le dire, sera fêtée avec pompe par les Fuxéens, à Foix, chef-lieu du département de l'Ariège. Numéro 11. Admettons. Bon, mais revenons à la date d'aujourd'hui. 11-01-11.
Je ne comprends pas comment il a pu t'échapper que, si on considère cette suite de chiffres comme un seul nombre, et qu'on lit ce nombre en système binaire, on obtient le nombre 55 en système décimal. Et après? Enfin, Simone, 55. Déjà, il n'y a que des 5. C'est assez ébouriffant tout de même. Et puis, 55, c'est le département de la Meuse, dont le chef-lieu est Bar-le-Duc. Et comment s'appellent les habitants de Bar-le-Duc? Les ducs? Non, les Barisiens. C'est un sacré clin d'œil quand même quand on sait que notre conversation se passe à Paris. Et c'est pas tout. Si on interprète ce 55 en système sénaire, c'est-à-dire dans un système de numération à base 6, on tombe ni plus ni moins que sur le nombre 35 en base décimale. Ah oui, Simone, vérifie toi-même. 5 fois 6 puissance 0 plus 5 fois 6 puissance 1, ça fait bien 35. 35, l'année qui a précédé le Front populaire. Et comme si ça ne suffisait pas, le numéro du département qui a pour chef-lieu Rennes. Tu commences à saisir. Tous les symboles des fêtes de fin d'année sont au rendez-vous. Les rennes du Père Noël, la foi du charbonnier, le bar où le duc boit du champagne et les prémices d'une révolution sociale. Tout ça concentré dans la date d'aujourd'hui. Pourvu naturellement qu'on accepte de sortir de sa coquille et d'ouvrir un peu les yeux. Et puis... Et puis? Je n'en faisais pas mention pour ne pas t'étourdir, pour te permettre de contenir ton émotion, mais tu auras probablement réalisé, malgré ma discrétion, que la somme de 55 et 35 n'est autre que 90. La limite de vitesse sur les routes nationales et à la fois l'évocation énorme de 1890, l'année où Édouard Branly découvre, en novembre comme par hasard, la radioconduction, qui allait aboutir 5 ans plus tard à l'invention de la radio, celle-là même qui accueille nos passionnantes conversations. Tu vois, en me levant ce matin, idiote que je suis, je n'ai pas su me dire autre chose que « Tiens, on est mardi !» Et puis t'es arrivé. Et désormais, tu vois ce jour sous un autre jour. C'est normal, Simone, c'est mon boulot. Bon, maintenant, va te reposer parce que ce qui t'attend demain, c'est bien autre chose qu'un banal mercredi. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Vous écoutez France Culture. Je crois pouvoir dire, Simone, qu'on commence à en voir le bout. Le bout de quoi? Le bout de gras? Presque. Le bout des vœux. Ces envahissants et monotones vœux de bonne année. J'ai entendu dire que la bienséance autorisait à adresser ses bons vœux de Nouvel An jusqu'au 31 janvier. Mais compte tenu de la rapidité et de la facilité d'utilisation du courrier électronique et des textos, qui couvrent désormais à mon avis plus de 90% du commerce des vœux, il se pourrait bien que le délai de politesse soit naturellement ramené aux alentours du 13 janvier, c'est-à-dire demain. C'est un soulagement. Sincèrement, oui. Je suis, cette année comme chaque année, agacé par la déferlante de ces vœux automatiques, d'autant plus dépourvus de sens qu'ils procèdent généralement d'envois groupés. Le citoyen moderne a des groupes d'amis ou de connaissances sur son répertoire téléphonique, dans sa messagerie électronique et sur sa page Facebook. En 2 touches et 3 clics, il peut adresser ses vœux à plusieurs centaines de relations. Et c'est ce qu'il fait, manifestement, le citoyen moderne. Il croit sans doute honorer une saine tradition, mais je me permets de lui rétorquer que son geste ainsi conçu n'a pas plus de sens au départ qu'à l'arrivée. Au départ, il recopie une formule toute faite, au mieux agrémentée d'une petite fantaisie personnelle sans grand intérêt. Il ne pense pas ce qu'il écrit, il ne souhaite rien de précis ni même d'imprécis, il ne fait pas un bilan de l'année écoulée, et pas davantage de pronostics ni d'exploration prospective sur la nouvelle année, non. Il forme des vœux de bonheur et de bonne santé, comme ça, parce qu'il a toujours fait comme ça, et qu'il ne s'est même pas avisé qu'il pourrait arrêter de faire comme ça. Ça, c'est au départ. Oui, et à l'arrivée, c'est pire. Ces vœux automatiques m'atteignent de manière, pour ainsi dire, anonyme. Je fais partie du grand cercle des connaissances d'un tel. Voilà mon seul bénéfice. Mais au-delà, que l'année s'annonce déjà très mal pour moi, ou bien qu'elle est déjà très mal commencée, mon correspondant ou ma correspondante n'en sait rien, et n'en a cure. Il ou elle ne s'est même pas posé la question. Il aurait fallu, pour ça, qu'il ou elle pense à moi, nommément,
en particulier, et ce n'est évidemment pas le cas. À réception de ces vœux artificiels, j'ai la triste sensation que quelqu'un fait simplement sa publicité. Et ce que je tolère stoïquement de la part des commerçants, j'ai plus de mal à l'admettre venant de personnes libres qui n'ont pas, de par leur activité, vocation à faire de la publicité. Tu es contre les vœux, donc? Oh, je suis pas sûr d'avoir l'énergie d'être contre, mais disons que si j'apprenais leur disparition, je ne serais pas le moins du monde affecté. Les vœux dont nous parlons aujourd'hui sont des vœux formés sans pensée, acheminés sans effort et reçus sans émotion. Pourquoi devrais-je regretter leur disparition? Il en est question? Oh, certes non. Les traditions ont la vie dure, c'est même leur fonction d'avoir la vie dure. Mais il y a un petit frémissement. J'entends autour de moi de plus en plus de gens qui réfutent, si j'ose dire, ces vœux désincarnés, cette plate campagne de publicité personnelle qui pollue nos récepteurs. Les gens se lassent, Simone, et chaque année un peu plus, de ce pensum des vœux. C'est peut-être l'aube d'un jour nouveau. Ça ressemble à un vœu, ce que tu dis là. C'est possible, mais c'est à toi que je le dis. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous écoutez France Culture. Et si nous parlions de Facebook, Simone? De Facebook? Ah, tu es réticente, je m'en doutais. Il m'a en effet semblé qu'il était de bon ton, du côté des élites et des milieux autorisés, de considérer Facebook avec un certain dédain. Au mieux, c'est un gadget chronophage, et puis, surtout, c'est d'abord et avant tout, voyons les choses en face, un terrain de drague tous azimuts, et par conséquent une machine à broyer les couples. Il ne s'y dit rien d'intéressant, c'est l'endroit où les anonymes font leur com', où les solitaires livrent leurs petits secrets sans relief, où les célibataires espèrent des rencontres salaces. Eh ben moi, Simone, je ne dis pas que tout ça est entièrement faux. Mais avec mon goût légendaire du contre-pied, j'ose affirmer que c'est formidable, Facebook. Si ça n'existait pas, il serait bon de l'inventer. On peut savoir pourquoi? Tout simplement parce que ce machin-là recrée, quoi qu'on en dise, du lien social. Ce lien dont on déplorait, à juste titre, qu'il soit si distendu et bien souvent inexistant. Du lien et un retour à l'écrit, ce qui est culturellement très profitable. De la même façon, les grands esprits ont pesté un temps contre les textos, échangés par milliards entre les ados, au motif que ces textos sont écrits dans un langage raccourci, pauvre, proche du rébus. C'est vrai, mais ces textos au moins ont provoqué un retour salutaire à la communication écrite. Pas merveilleusement bien écrite, mais écrite. C'est positif. Idem pour Facebook, on y écrit. On fait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, toutes les fautes que tu voudras, mais au moins, on écrit, c'est une bonne chose. Tu n'oublieras pas de me l'écrire, ça. Ouais, je te ferai un texto. Et puis, surtout, je te le disais, Facebook, c'est une résurrection du lien social. Alors, on m'objecte que c'est un lien virtuel. Mais le lien social traditionnel, celui des bistrots et des arrêts de bus et du perron de l'église, il est virtuel lui aussi, au sens où il n'atteint jamais le fond des choses. Il est une forme de langue de bois, celle qui ne change rien au réel. On se dit « Ah, il a fait frais ce matin ». On se dit « Oh, moi je le trouve énervant Sarkozy, hein, pas toi ?» On se dit « Ah, la vie n'est pas facile, mais tant qu'on a la santé, hein, pas vrai Gérard ?» C'est du lien social, même si ça ne change pas la face du monde. Sur Facebook, on annonce au monde entier, et plus particulièrement à ses amis Facebook, qu'on a mangé un bon cassoulet dans le 15e, qu'on s'est acheté des bottines à 32 €, qu'on a aimé tel film, détesté telle émission de télévision. On communique sur tout et rien, on parle de soi, on lit les autres qui parlent d'eux. C'est du lien social, c'est chouette. Ça comble une lacune qui se creusait dangereusement. Ça ne la comble pas idéalement, mais c'est toujours ça de prix. Mais il y a des dérives. Bien sûr qu'il y en a des dérives de toutes sortes. Il n'est pas d'exemple d'innovation technologique qui n'ait entraîné, à côté des effets bénéfiques, des dérives et des effets pervers. Le progrès, Simone, ne change pas la nature de l'homme. Il y a des gens qui font un mauvais usage de la voiture, du téléphone, de l'Internet, de la télévision, des médicaments. Pas étonnant que d'autres, ou les mêmes, fassent de Facebook un usage
Discutable, plus ou moins nuisible, excessif, malveillant, immoral, malsain. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et, pour ma part, même si je suis conscient que Facebook n'est pas ce que l'homme a produit de plus noble et de plus beau, j'ai envie de dire que le bilan de ce truc-là est globalement positif. C'est pourquoi, Simone, je te propose que nous poursuivions cette conversation sur Facebook. Tu m'accepterais comme ami? Demande, on verra bien. Vous écoutez France Culture. Je ne sais pas te dire pourquoi, Simone, mais j'avais envie que nous parlions aujourd'hui du peintre allemand Hans Holbein. Pourquoi pas? Alors, comme de bien entendu, je me suis rendu sur le net où j'ai trouvé sur Holbein une page très bien documentée en allemand. Et comme tu ne parles pas l'allemand, j'ai demandé au traducteur automatique de me traduire la page en français. C'est bien gentil de ta part. Et je t'écoute. Voilà, je lis. Hans Holbein le Jeune, 1497-1543, était un Allemand peintre. Sur un autoportrait où il peint peu avant sa mort, il se décrit comme Bâle. Il est l'un des plus importants Renaissance peintres. Il se décrit comme Bâle. C'est comme Balois, je suppose. Jawohl. Je poursuis. Holbein venait d'une famille d'artistes majeurs augsburgers. Sa formation artistique l'effraie dans l'atelier de son père. Ensemble, en 1514, ils ont déménagé à Bâle, dans l'espoir que le temps, l'impression que la ville florissante illustrateur un bon revenu pour voir le. C'est toujours un traumatisme, les déménagements. Dans l'année 1519 était probablement la mort de son Ambrose frère et le mariage de Hans avec les 4 ans de plus Elsbeth Bac de Plancher, la veuve d'un de Bâle Gerbert qui lui a permis les peintres de Bâle Guilde appelée au ciel, pour rejoindre, et 1520 citoyens de Bâle A. Elle eut 4 enfants, Philippe, Catherine, Jean et Küngold. Ça, au moins, c'est clair. Oui, mais écoute la suite. L'épouse et les 2 premiers enfants a ajouté célèbre portrait de Holbein, de la femme de Holbein, avec les 2 enfants plus âgés, qui est l'une des premières images du tout et considérée par sa propre famille à fait des artistes. Ouais, c'est jamais facile avec les enfants. 1523, Holbein allait à France. Il tira 2 statues au palais ducal Prince Sainte-Chapelle de Bourg-en-Berry. S'il le désire ou dans le domaine de la cour patronage du roi François Ier voulait bénéficier, reste incertaine. Holbein était sur de nouveaux champs de 1526 à 1528 en Angleterre. En 1528, il retournait comme un temps de déjà connu et recherché peintre pendant 4 ans, une fois retourné à Bâle, où il était. Mais après le protestant iconoclasme et l'interdiction liée aux représentations religieuses ont reçu moins de commandes. Il a laissé de Bâle finale dans la direction de l'Angleterre. La tentative du Conseil de Bâle, 1538, avec lui 50 florins à Bâle, salaire annuel zurück il a résisté. C'est courageux. À Londres, il est devenu l'organisme d'Erasmus à travers ses relations avec l'humaniste Thomas More, qui lui donna des ordres différents et lui aussi, le roi Henri VIII, introduit. Ça devient scabreux, non? Non, c'est normal, c'est une traduction. Et voici la fin de l'histoire. Heinrich, à la recherche d'une femme, renvoyé sur le continent Holbein 1539 à Christine de Danemark et de Clèves, les 2 filles du duc Jean III. L'image de Anne de Clèves lui plaisait beaucoup et il a décidé de l'épouser. Depuis le réel, Anna était beaucoup moins belle, mais comme la peinture, Holbein est tombé en disgrâce auprès du roi. Hans Holbein, le jeune, mourut en 1543, à l'époque qui fait rage à Londres, peste. Avec toi, on apprend tous les jours quelque chose. Vous écoutez France Culture. Généralement, quand on nous demande de donner un avis
sur une personne que nous ne trouvons pas belle, nous mettons en avant sa beauté intérieure. C'est très habile. Mais oui, Simone, c'est très habile. En même temps, c'est un peu à double tranchant, parce que si je te demande « Elle est comment, Tatiana ?» et que tu me réponds « C'est une femme d'une très grande beauté intérieure », j'ai tendance à en déduire qu'elle ne doit pas être très jolie, à tes yeux du moins. Que si tu me vantes si volontiers l'intérieur, c'est que l'extérieur doit être moins réussi, à tes yeux toujours. Bref, s'agissant des personnes, on parle de beauté intérieure, de laideur. J'aimerais pour ma part introduire le concept de laideur intérieure. Si tu le permets, je te brosse le tableau des combinaisons. Vas-y, brosse. Voilà, il y a des gens qui sont beaux, des beaux mecs, des belles femmes, mais qui n'ont pas de beauté intérieure. Ils sont plutôt insipides, ternes, plats, limités, médiocres. Tu fais ton choix dans la liste en fonction des cas particuliers. Il y a des gens qui sont beaux de l'extérieur et qui, de surcroît, jouissent d'une grande beauté intérieure. Ils sont spirituels, généreux, aimants, attentifs, vertueux, ils ont des préoccupations élevées, de la noblesse et de l'envergure. Bon, là encore, tu fais ton choix dans la liste, mais tu vois bien de quoi je parle. Je vois bien. Il y a ensuite des gens qui sont laids, disgracieux, parfois difformes ou repoussants. Bon, sans nous attarder aux extrêmes, disons simplement qu'ils sont laids. Leur apparence se caractérise par la laideur. Mais ils ont une beauté intérieure reconnue de tous. Ils sont fins, ils ont la classe, ils pensent, ils sont compréhensifs, altruistes, tolérants, intelligents. Tu picores là-dedans comme tu l'entends. Et puis, Simone, dernière combinaison, il y a des gens qui ajoutent à la laideur extérieure ce que j'ai appelé tout à l'heure la laideur intérieure. Ce sont des gens très moches, très vilains, très laids, de la ville plus répandue, mais cette laideur extérieure se double et s'aggrave d'une solide laideur intérieure. Ils sont mesquins, cupides, égoïstes, méchants, vils, belliqueux, prétentieux, arrogants, intéressés, vulgaires, sans panache et sans morale. Tu picores à ta guise, et tu peux même prendre le lot complet s'il y a lieu. T'en connais des gens comme ça? Oui, j'en connais. Pour être honnête, j'en connais un. Je suis d'ailleurs pas le seul à le connaître, parce que c'est quelqu'un d'assez connu. C'est un homme. Il est laid, tu peux le reconsidérer sous tous les angles, il est profondément et définitivement laid, mais cette laideur n'est nullement rachetée par une quelconque richesse ou beauté intérieure, bien au contraire. Cet homme-là est aussi laid de l'intérieur que de l'extérieur. Quand on me parle de lui, quand on me demande mon opinion sur lui, je suis bien obligé de dire qu'à sa laideur naturelle s'ajoute une grande laideur intérieure. Il s'appelle comment? Tu plaisantes? Oui, je plaisante. Tu m'as fait peur. Mais je n'ai pas besoin de le nommer. Il se reconnaîtra. Tu en es sûr ou bien tu l'espères? Je l'espère, Simone. C'est ma part de laideur intérieure. Eh ben, c'est du beau. Vous écoutez France Culture. Simone, de quoi veux-tu que nous parlions aujourd'hui? De quoi aimerais-tu que nous nous entretenions? Tu plaisantes? Pourquoi ça? Parce que tout le monde sait pertinemment que ce n'est pas moi qui choisis le sujet de nos conversations. Même le plus borné de nos auditeurs a compris que c'est toi qui mènes la barque et que je ne dis que ce que tu veux bien me faire dire. Y compris ce que tu es en train de dire là? Bien entendu. Tout ce que je le dis parce que c'est toi qui m'as demandé de le dire. C'est la règle du jeu. C'est clair comme de l'eau de roche. Tiens, jusqu'à ce retentissant « bien entendu » par lequel j'ai commencé ma réponse, eh bien c'est toi qui m'as suggéré de le proférer. Tout le monde le devine. Je ne l'aurais pas dit de mon propre chef. Excuse-moi, mais il m'est difficile de te croire sur parole, dès lors que tu soutiens que ta parole est téléguidée par moi. Par exemple, quand tu dis, comme tu viens de le faire, « je ne l'aurais pas dit de mon propre chef ». C'est vraiment toi qui le dis, ou alors c'est moi qui t'ai prié de le dire? Auquel cas, on est autorisé à penser que si tu l'aurais dit de ton propre chef, si je ne t'avais pas contrainte à affirmer que tu ne l'aurais pas dit de ton propre chef. Non? Que veux-tu que je te réponde? À part la réponse que tu as prévue pour moi à cet instant, que j'ai notée quelque part. Voilà. Tu as prévu que je te réponde. Que veux-tu que je te réponde?
C'est fait, par conséquent, j'ai bien fait comme tu m'as dit. Je l'ai même dit 2 fois, du coup. C'était pas prévu? Quoi donc? De le dire 2 fois. De dire 2 fois, que veux-tu que je te réponde? C'était pas prévu? Si? Non. C'est une broderie que t'as improvisée? C'est quelque chose qui t'est venu comme ça, en bavardant? Ou alors c'était prévu? Mais c'était prévu, puisque tout est prévu. Tu m'avais même bien fait répéter avant notre passage à l'antenne cette formule tautologique. C'était prévu, puisque tout est prévu. Là, je t'arrête. C'est pas moi qui ai pu te conduire à qualifier de tautologique une formule qui n'a rien de tautologique. Je connais le sens des mots, je ne t'aurais pas laissé commettre un tel contresens. Mais si, parce que tu es un petit malin. Tu m'as prié de bien vouloir utiliser à contresens un mot que je ne suis pas censé connaître, dans le but de faire croire à la spontanéité de mes propos, et pour mieux accréditer ta thèse, indigeste à tous égards, ta thèse selon laquelle j'aurais dans nos conversations une quelconque autonomie. Mais chacun sait que tous les mots que je prononce t'appartiennent, et que par conséquent, je n'existe pas. Et c'est encore toi qui as voulu que je conclue en affirmant que je n'existe pas. Tu n'es qu'une marionnette alors? Voilà. Ah non. Quoi non? Ben non, il n'est pas prévu qu'à la question « Tu n'es qu'une marionnette alors ?» tu répondes « Voilà ». C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Alors pardon, autant pour moi, j'ai dû sauter une ligne. Qu'est-ce que j'aurais dû répondre? À demain. Voilà, c'est ça. À demain. Vous écoutez France Culture. Je reçois, Simone, la lettre d'un auditeur qui me pose une question plutôt sensée. Il m'écrit « Chacun sait que femme qui rit est à moitié dans mon lit, mais comment diable s'y prend-on pour faire rentrer dans le lit l'autre moitié ?» Tu connais la réponse. Oui, je la connais. Mais j'ai décidé de ne pas répondre aux questions des auditeurs, sinon c'est la porte ouverte. La porte ouverte à quoi? Je ne saurais pas dire, mais c'est la porte ouverte et ça, c'est mauvais signe. Donc, je ne réponds pas. C'est la règle. Et pour confirmer la règle, il faut une exception. Voici donc cette exception. Je vais répondre à la question. Tu nous as fait peur. Je l'ai fait exprès. C'est une technique de marketing. Je crée une angoisse chez l'auditeur afin de rendre sa demande plus pressante. Mais revenons à la question du jour. Je ne devrais pas dire revenons du reste puisque nous ne l'avons jamais quittée, cette question. Je n'ai pas parlé d'autre chose depuis le début. Il est par conséquent absurde de penser à revenir avant même que d'être parti. Mais revenons à la question. Ah bon? Ben oui, maintenant on peut y revenir, puisqu'en effet nous l'avons abandonnée un court instant pour évoquer l'opportunité de la formule « revenons-y ». Il y a eu parenthèse, il y a eu départ, il peut par conséquent y avoir retour. Et c'est légitimement que nous pouvons parler de revenir à la question. D'autant plus légitimement que la première parenthèse a été suivie d'une seconde. Nous nous étions éloignés assez nettement de l'objectif. Il est encore plus logique à présent de parler de revenir. On est revenu donc. Parfaitement. Et maintenant qu'on est là, je vais répondre à la question de cet auditeur par une autre question. Êtes-vous bien sûr de vouloir faire rentrer la deuxième moitié? Pourquoi ne vous contentez-vous pas de la moitié qui est entrée dans le lit lorsque vous l'avez fait rire? Quel besoin avez-vous, après avoir remporté une jolie victoire, d'en remporter une seconde? Tu veux dire que ce n'est pas possible? Mais si, Simone, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Il y a des techniques et des méthodes très éprouvées et très efficaces. Mais, vois-tu, je n'ai pas forcément envie de les rendre publiques. C'est la raison pour laquelle j'encourage plutôt ceux de nos auditeurs ou de nos auditrices qui ont réussi, en faisant rire une femme, à la mettre à moitié dans leur lit, je les encourage à s'en tenir là et à ne pas se mettre la rate au courbouillon pour faire entrer la deuxième moitié dont ils ou elles ne sont pas certains ou certaines d'avoir vraiment l'usage. Je leur dis, efforcez-vous de ne pas considérer le lit à moitié vide, mais plutôt le lit à moitié plein. Et profitez de la vie, positivez, c'est très à la mode, profitez-en. Et si, par malheur, vous n'éprouviez dans l'histoire qu'un demi-plaisir, ayez la sagesse, encore une fois, de vous en contenter. Plutôt que de pleurer un cœur à moitié vide, réjouissez-vous d'un cœur à moitié plein. C'est le même, mais vu par en dessous. En dessous du lit? Tu m'as posé une question? Non, c'est pas moi qui la pose, c'est un auditeur qui demande en dessous du lit. Je ne réponds pas aux questions des auditeurs.
ou alors à moitié. Vous écoutez France Culture. Tu le sais, Simone, j'ai beaucoup de sympathie pour la satire et les disciplines connexes que sont la caricature, la dérision, le pamphlet ou même la philippique. Ces expressions critiques sont les outils à la fois que les indicateurs d'une démocratie en bonne santé. Oui, alors? Alors, raison de plus pour souhaiter que ces outils soient utilisés à bon escient. Or, j'ai vu l'autre jour, dans le grand journal de Canal+, cette émission magazine qui a lieu du lundi au vendredi à 19h05, je le sais parce que je me suis renseigné, j'ai vu donc un jeune chroniqueur très sympathique qui s'appelle Yann Barthès. Oui, Simone, je me suis renseigné. Je l'ai vu qui taillait un méchant costard à Nicolas Sarkozy et même deux costards. Le premier parce que le président de la République en était à sa 8e cérémonie de présentation des vœux. Et on gloussait, et on faisait des gorges chaudes. Mon Dieu, qu'il est ridicule ce Sarkozy. Voyez voir, il a présenté ses vœux aux Français, puis ses vœux au corps constitué, puis aux acteurs de santé, puis à la France d'outre-mer, puis aux autorités religieuses, et ainsi de suite. J'ai pas tout retenu, peu importe. L'important, c'était de bien brocarder ce président omniprésent, hystérique, qui n'en finit pas de présenter des vœux tous azimuts. Quel guignol! Heureusement qu'il y a des satiristes sur Canal+, pour l'épingler avec férocité. Et tu n'étais pas d'accord? Non, j'avais plutôt envie de poser une question à Yann Barthès ou à Michel Denisot, qui gloussaient en écho. J'avais envie de leur demander « Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez président de la République ?» En prenant connaissance des 15 ou 20 cérémonies de vœux qui figurent chaque année sur l'agenda du chef de l'État. Vous feriez quoi, vous qui êtes si malin? Vous les supprimeriez toutes? Ou seulement quelques-unes? Et alors lesquelles? Quelle collectivité ou communauté souhaiteriez-vous froisser en priorité? Comment feriez-vous pour ne pas être ridicule comme Sarkozy? À ton avis? Il ferait comme Sarkozy, pardi. Il n'aurait pas le choix. Il se farcirait la même corvée avec le même sourire. Voilà la vérité. Tu comprends, Simone? La satire se disqualifie lorsqu'elle est de trop mauvaise foi. Et en l'occurrence, je trouve démagogique et puéril de dénigrer le président au seul motif qu'il honore ses obligations protocolaires. Deux costards, tu disais. Oui, l'autre était du même tissu. On voyait Sarkozy en déplacement chez Airbus. Et grâce à un montage bien malhonnête et bien malveillant, on voyait le président dire 5 fois la même chose dans la même journée. Aux cadres de l'entreprise, aux ouvriers, à la presse, etc. Ah, super, je glousse et je me gausse. Ce pauvre Sarkozy radote. Quel imbécile, bravo Canal+. Mais, incidemment, où est le ridicule là-dedans? Où est la faute? Voulait-on que le président tînt des propos contradictoires d'un auditoire à l'autre pour brouiller les cartes? Voulait-on qu'il se contredit d'un interlocuteur à l'autre pour éviter de se répéter? Ou qu'il improvisât des fantaisies variées en fonction du moment? Ou encore qu'il s'abstint de s'adresser à tel ou tel arbitrairement? Toute une gymnastique complexe juste pour se prémunir contre les charges déloyales de Yann Barthès et de son équipe de monteurs? Non, il faut être honnête. Sarkozy a un message à faire passer, il s'y emploie, c'est logique, il n'y a rien de répréhensible. On peut plus rigoler, alors. Mais si, on peut, je suis pas fâché. Je dis seulement qu'une bonne satire exige un minimum de bonne foi. Sinon, c'est du gâchis. Et je le redirai autant de fois que je le jugerai nécessaire. Envoyez la musique. Vous écoutez France Culture. Dis-moi si je me trompe, Simone, mais il me semble qu'il est écrit dans le code de la route que lorsque le chargement de ton véhicule dépasse de ton véhicule, tu dois le signaler avec un petit chiffon ou une petite lampe qui clignote. C'est l'usage, en tout cas. Eh bien, cet usage devrait, selon moi, être étendu aux personnes physiques. Non pas sur la route, mais dans les rassemblements, en particulier les cocktails, les meetings, les soirées, les endroits où la foule se presse. Quand un individu
est affublé d'un chargement qui engendre un dépassement de ses dimensions normales. Je veux bien le dispenser de chiffon ou de feu clignotant, mais il faut au moins qu'il le sache et qu'il en tienne compte. Je ne suis pas sûre de comprendre. Voilà l'affaire, Simone. Autrefois, les femmes avaient des petits sacs à main. Désormais, la femme moderne trimballe généralement un gros sac à main, avec plein de trucs dedans. C'est son droit, je n'ai rien à redire là-dessus. Sauf que sa largeur, son encombrement, si j'ose dire, s'en trouve sensiblement accru. Ce qui fait que, dans un cocktail par exemple, la femme moderne avec son gros sac occupe 2 places au lieu d'une et elle bouche la circulation. Bon, elle, non, mais son gros sac, oui. Et si toi tu veux passer, il te faudra pousser un peu le gros sac et la femme moderne te jettera des regards noirs comme si tu l'avais elle-même grossièrement bousculée. Il semble, Simone, que la femme moderne n'ait pas pris conscience de l'encombrement qu'entraîne son nouveau chargement. Et elle se conduit donc comme si ce chargement n'existait pas. Elle me contraint à forcer légèrement le passage et c'est moi qui passe pour un malpoli, alors que c'est elle qui empiète sur l'espace vital des autres. Enfin, elle, non, mais son gros sac, oui. Mais il n'y a pas que les femmes qui ont des sacs. Certes non, et du reste, toutes n'en ont pas. Et certaines en ont, mais le portent en bandoulière, et d'autres encore ont un gros sac, mais le savent et en tiennent compte. Je n'en faisais pas une loi générale. Je constate seulement qu'au sein de la foule moderne, 90% environ des cas d'encombrement intempestif sont dus à des femmes équipées d'un gros sac. Un gros sac bien rempli qui prend autant de place que sa propriétaire. Et quand tu dis pardon au gros sac, pour solliciter le passage, le gros sac ne réagit pas. Bon, c'est normal, un sac, ce n'est pas vivant, mais sa propriétaire non plus ne réagit pas. Et ça, c'est moins normal. Ce n'est pas être misogyne que de le déplorer. Tu n'as pas besoin de ça pour être misogyne. Admettons, Simone. Mais pour te montrer ma bonne volonté, je n'hésite pas à stigmatiser dans le même élan tous les voyageurs qui, sur les quais de gare, occupent, à eux tout seuls, 2 couloirs de circulation standard. Un pour le bonhomme, l'autre pour sa valise à roulettes. Bon, je comprends bien qu'une valise à roulettes, c'est fait pour rouler aux côtés de son propriétaire. Je ne demande pas l'impossible. Je demande seulement que le voyageur en dépassement de largeur tienne compte, dans sa relation aux autres voyageurs, de ce dépassement. Qu'il fasse sa part d'effort au moment du croisement. Qu'il ne m'oblige pas à sauter du quai pour le laisser passer. Qu'il ne m'oblige pas à progresser à 4 pattes pour accéder au buffet. Je savais bien que tu finirais par retourner au buffet. Écoute, il faut bien que je me console du désordre qui règne en ce bas monde. N'oublie pas ta valise. Ah non, j'ai pas de valise cette fois-ci, mais j'emmène le chien. Vous écoutez France Culture. Tu les connais, Simone, les vendeurs de roses ambulants? Ces gars qui ont souvent l'air d'être indiens ou pakistanais, j'y connais rien, qui passent dans les restaurants de table en table pour vendre des fleurs, généralement des roses, parfois multicolores, mais le plus souvent rouges. Oui, je les connais. Pourquoi? Tu veux les reconduire à la frontière? Pas du tout. Je veux simplement attirer leur attention sur un point délicat. Je ne parle pas de l'embarras que ces vendeurs causent, tout à fait volontairement d'ailleurs, au monsieur qui est venu dîner avec sa petite amie et qui se sent obligé d'acheter une rose pour ne pas passer devant sa copine pour un radin. C'est une manière de forcer la main du client, mais c'est de bonne guerre. Je parle plutôt, Simone, de toutes les fois où le gars propose ses roses rouges à des gens qui n'ont personne à qui les offrir. Tous les pauvres garçons ou les pauvres filles qui vivent un chagrin d'amour, qui sont sous le coup d'une rupture amoureuse ou qui sont simplement seuls. Pour tout cela, le fait de se voir proposer une rose rouge, symbole d'amour ardent, est un crève-cœur supplémentaire. Ils ne seraient pas contre acheter une rose, ces gens-là, mais ils n'ont personne à qui la donner. Ils étaient allés au restaurant pour se changer les idées, et voilà que le fleuriste de service vient retourner le fer dans la plaie. C'est pas très charitable. Des solutions? C'est ce que je cherche. Bon, je comprends bien que les gars ne peuvent pas se renseigner avant de se présenter à chaque table sur la situation amoureuse de chaque dîneur. Ce serait une grosse perte de temps qui, de surcroît, passerait vite pour une forme d'ingérence désagréable. Ce serait une double intrusion.
Je ne crois pas réaliste non plus de suggérer aux vendeurs de roses de fournir préalablement à leur proposition un ou une partenaire à ceux qui en sont dépourvus. Il faudrait de trop grosses valises. Non, je leur suggère plutôt à ces vendeurs d'avoir l'élégance, quand ils essuient un refus, de ne pas insister. De ne pas insister du tout, du tout. Tu comprends, le type me met ses roses sous le nez. Je lui fais un petit geste pour signifier que je ne suis pas acheteur, mais au lieu d'avoir le tact de deviner mes peines de cœur et de s'éclipser sur la pointe des pieds, le bonhomme insiste lourdement. C'est cruel. Le vendeur doit s'interdire d'insister. Il peut même, lorsqu'il devine qu'il a mis les pieds dans un plat douloureux, se fendre d'une petite moue compatissante, un petit air navré qui signifierait « Oh pardon, je ne savais pas, je suis désolé, je vous fiche la paix, mais je vous souhaite bonne chance parce que, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, et bonne fin de repas. » D'accord. Des sanctions en cas de manquement? Évidemment, des sanctions. La plus efficace, à mon sens, serait d'obliger le vendeur à partager la souffrance du non-acheteur. Tu vois le dossier, si le mec n'insiste pas, on ferme les yeux. S'il insiste, on lui dit carrément « Je vous aurais volontiers acheté une rose rouge, mais je n'ai personne à qui la donner, car ma femme m'a quitté la semaine dernière. Je me sens extrêmement seul et très malheureux, je n'endors plus la nuit, j'ai perdu l'appétit. » Bon, à ce moment-là, pour bien faire, il faudrait commencer à pleurer, hein. Et tu continues « Ma vie est foutue, je ne m'en remettrai jamais, le chagrin me tord les entrailles. » Votre insistance déplacée a ravivé ma douleur et fait qu'à partir de maintenant, je songe très sérieusement à mettre fin à mes jours, par exemple en me plantant la fourchette que vous voyez là en plein cœur. C'est dur comme sanction. C'est la vie qui est dure, Simone. Parfois. Le nougat dur, c'est toujours dur. La vie, c'est parfois. Vous écoutez France Culture. De nombreux vélos, Simone, sont équipés de ce qu'on appelle une dynamo. C'est un petit dispositif qui vient frotter contre la roue et qui produit le courant électrique nécessaire au fonctionnement du phare avant et du feu arrière. Le principe est épatant. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque le vélo est à l'arrêt, lorsque la roue ne tourne pas, la dynamo ne produit pas de courant et le vélo se trouve privé d'éclairage. De nuit, un cycliste qui s'éclaire au moyen d'une dynamo est extrêmement vulnérable lorsqu'il est à l'arrêt. Et inévitablement, à un moment ou à un autre, il sera à l'arrêt. C'est le gros inconvénient de la dynamo. Tout le monde le sait, ça. Oui, mais je ne te le dis pas pour te l'apprendre. Je te le dis parce que je l'ai réalisé avant-hier. Et c'est ça qui est sidérant. Je le savais, ou plus exactement, je disposais de tous les outils qui permettent de le savoir, donc virtuellement je le savais. Mais il m'a fallu plus de 50 ans pour le réaliser, pour m'en aviser explicitement. Jamais auparavant, je n'avais formulé dans ma tête cette évidence selon laquelle la dynamo a le gros inconvénient de ne débiter du courant que lorsqu'elle tourne. Je crois d'ailleurs que cette évidence était dissimulée à mes yeux par le fait que l'inconvénient de la dynamo est superposable à son principe même. Et oui, une dynamo, c'est un bazar qui fabrique du courant quand il tourne. Corollaire, quand le bazar ne tourne pas de courant. C'est le principe. Je le formulais souvent, ce principe. Et à force de le formuler, j'en oubliais que ce principe n'est pas seulement le principe, il est également l'inconvénient. La même formule décrit et le principe et l'inconvénient. C'est pour ça que jusqu'à avant-hier, je n'avais pas réalisé. Je vais peut-être te paraître irresponsable, mais tout cela ne me semble pas d'une extrême gravité. Tu as tout à fait raison. Il n'y a rien de grave. Et d'ailleurs, je n'ai jamais laissé entendre que c'était grave. J'ai seulement dit que c'était sidérant. Moi, qui formule des choses à longueur de temps, qu'il m'ait fallu plusieurs décennies pour formuler enfin une vérité que j'aurais parfaitement pu formuler bien plus tôt, je trouve ça sidérant. C'est comme si je m'avisais seulement aujourd'hui que quand un glaçon fond dans un verre d'eau, le niveau de l'eau dans le verre ne change pas. C'est le cas? Oui, c'est le cas. La glace étant moins dense que l'eau, c'est pour ça qu'elle flotte, on pourrait penser que le niveau de l'eau va baisser. Mais c'est oublier que le glaçon n'est pas totalement immergé dans l'eau, en raison de la poussée d'Archimède.
En fondant, il sera donc remplacé par un volume d'eau liquide équivalent à sa partie immergée. Et le niveau de l'eau reste constant. Eh bien, tu vois, Simone, un truc comme ça, que tout le monde, ou presque tout le monde, sait. Si je m'en avisais seulement aujourd'hui, je serais sidéré. Bon, fort heureusement, je m'en suis avisé bien plus tôt, et parce que j'avais les connaissances scientifiques qui permettent de décrire le phénomène, et parce que je ne sais quel stimulus a fait qu'un jour, par hasard, il y a longtemps, je m'en suis expressément avisé. Mais la dynamo, non. Si on m'avait demandé quel est le gros inconvénient de la dynamo, j'aurais eu plutôt tendance à répondre que c'était son faible rendement. Alors que son faible rendement, c'est un petit inconvénient. Le gros, c'est que le cycliste à l'arrêt n'est pas vu par l'automobiliste qui va l'écraser. Quand même, le faible rendement, c'est un problème. Ouais, c'est vrai aussi. C'est lui qui condamne le système de mouvement perpétuel dont nous avons tous rêvé. Tu sais, à l'intérieur d'un rail circulaire posé à la verticale, un bras articulé au centre du cercle soutient un petit moteur électrique couplé à une dynamo. À la descente, la dynamo produit du courant pour permettre au moteur d'effectuer la remontée. Vous écoutez France Culture. Tu vas à la campagne, Simone. Et pourquoi ça? Ne fais pas ta mauvaise tête. Tu vas à la campagne, dans un endroit désert, mais pas tout à fait désert. Il faut qu'il y passe une voiture de temps en temps. Il faut même qu'elle s'y arrête. Par exemple, une station-service très peu fréquentée sur une petite route du Limousin. Tu t'y rends, par le moyen de ton choix, en voiture si tu veux, mais c'est pas obligé. Si tu es venu en voiture, tu arrêtes ta voiture et ton moteur et tu sors de la voiture. Tu attends, patiemment. Ou impatiemment si ça t'arrange mieux. En tout cas, tu attends. Soudain, arrive une autre voiture équipée d'un moteur diesel. Ça marche aussi avec un moteur à essence, mais c'est plus patent avec un moteur diesel. Cette voiture s'arrête et le conducteur coupe le moteur. Que constates-tu? Que l'endroit est encore moins désert qu'au début. Oui, mais quoi d'autre? Avec tes oreilles? Que j'ai froid aux oreilles? Non. Tu constates que ça fait du bien quand le moteur s'arrête. Tu constates qu'une voiture, et plus encore un diesel, ça fait énormément de bruit. Tu le constates parce que tu es allé te poster à la campagne, dans un endroit très silencieux. Le contraste est alors flagrant entre le paysage sonore sans voiture et le paysage sonore avec voiture. C'est le calme de cet environnement rural qui te permet de constater, avec effroi au demeurant, l'épouvantable pollution sonore que constitue une automobile. Il y avait besoin d'aller à la campagne pour ça? Oui, parce qu'en ville, le différentiel de bruit est beaucoup moins important. En ville, il règne un bruit de fond permanent, très élevé, à cause des voitures notamment, mais pas que. Une voiture de plus, un moteur de plus, c'est à peine sensible. Même l'arrivée de 10 voitures peut passer inaperçue à tes oreilles saturées. En ville, tu finis par oublier à quel point un moteur de voiture est bruyant. À la campagne, au contraire, ça te saute aux yeux, aux oreilles plutôt. Tu jouis du beau silence de la nature, à peine altéré par le léger souffle d'une bise de printemps ou par le mélodieux chant des oiseaux de campagne. Tu respires en paix. Arrive un moteur, il t'apparaît immédiatement très bruyant. Lorsqu'il s'arrête enfin, c'est le retour au calme, le soulagement et surtout la confirmation de cette réalité terrible. Un moteur, c'est très bruyant. Un diesel, encore plus. Qu'est-ce que tu préconises? Le moteur électrique. Pour les voitures, pour les deux roues, pour les autobus, pour les camions et même pour les avions. Tous les moteurs à combustion doivent être remplacés par des moteurs électriques. Je te donne 3 ans. C'est-à-dire que, techniquement... Ne commence pas à ergoter, Simone. Je ne te dis pas que c'est facile, je sais que c'est un gros boulot. C'est même pour ça que je te donne 3 ans. En 3 ans, tu peux bien résoudre les quelques problèmes techniques, économiques et logistiques qu'implique ma proposition. Ce serait pas plus raisonnable de viser 30 ans? Ah, t'es forte, hein, toi, pour le marchandage. Bon, allez, je suis pas chien. Je fais un gros effort dans ton sens. Disons 3 ans et demi, et on n'en parle plus.